Alors, ça va vous surprendre, moi j'ai une idée, pour aller dans cette direction, on a un mandat d'arrêt européen, il nous faut un FBI européen, appelez-le comme vous voulez, Europol, mais qui soit vraiment, et donc qu'il y ait vraiment donc les services de renseignement soient coordonnés, plus que coordonnés par une instance européenne, et il faut un procureur européen. Vous ne pouvez plus, dans la situation actuelle du terrorisme, du fascisme, appelez comme vous voulez, croire que vous allez faire ça pays par pays. C'est la même, c'est surtout, et là, je crois Vous êtes d'accord pour le coup? Non, mais sur l'échange des informations, j'en suis convaincu. Bon, je ne suis pas certain qu'un procureur européen soit nécessaire, mais en revanche, qu'il y ait une plateforme européenne qui aille beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui, j'en suis pour ma part tout à fait d'accord. Paul Quilles. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf la vision noire de M. Boer, qui donne l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que ça ne marchera jamais, que c'est trop compliqué. C'est absolument pas ce que j'ai dit, Paul Quilles. J'ai dit que 17 morts, ce n'était pas un succès. Oui, non, mais ça on peut le répéter 10 fois, ça ne fait pas avancer les choses. Pas en succès. Par contre, moi je présidais la commission de la défense de l'Assemblée nationale après les attentats du 11 septembre. Et on avait constitué une commission qui a travaillé rapidement et qui au mois de décembre a remis un rapport qui s'appelait « Combattre le terrorisme international », dans lequel il y avait 33 propositions pour contrer la menace terroriste. Et dans ces 33 propositions, j'aimerais que ce soit relu aujourd'hui. Il y a tout ce que vous avez dit. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on va, parce qu'il y a une grande passion, une grande émotion, une grande inquiétude, est-ce qu'on va recommencer à répéter les mêmes choses sans essayer d'aboutir? Toutes ces questions étaient dedans. Ça n'est pas la Bible, pas le moment d'en parler ce soir, mais ce document correspond à une réflexion à chaud après les attentats du 11 septembre, parce qu'on voyait déjà monter ce phénomène djihadiste, terrorisme international. Justement, il y a une question qu'on se pose, c'est qu'on s'attendait à avoir des soucis avec des djihadistes qui allaient en Syrie. Et on se rend compte que ceux qui sont entrés, qui sont passés à l'acte la semaine dernière, étaient allés au Yémen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a en ce moment, évidemment ça semble très loin des préoccupations françaises, mais il y a un combat, une bagarre terrible entre les deux organisations, à la fois Al-Qaïda et l'État islamique. Et ils sont acquis. Moi, je discutais avec des spécialistes qui pensent qu'il y a une espèce de surenchère pour faire des attentats de plus en plus violents et pour montrer qu'on est le plus fort. Et en même temps, ça permet de recruter, puisque à chaque fois, phénomène de action-réaction, provocation-répression, dit, vous voyez, on a raison de se battre, puisque regardez comme ils nous traitent. Bon, tout ça, c'est vrai. Mais le problème de ces jeunes ou moins jeunes qui s'identifient à Al-Qaïda ou à Daesh, tout ça, il y a une crise identitaire, il y a une idéologie pseudo-religieuse qui les structure, et il y a l'envie d'appartenir à une armée victorieuse. Il y a un véritable problème qu'il faut comprendre. Si on veut affaiblir le terrorisme, il faut battre Daesh en Syrie et en Irak. Et que si on ne fait pas ça, le reste, on ramera pour faire de l'information, on aura de bonnes informations, ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais tant qu'ils peuvent s'identifier à quelque chose de victorieux qui n'a pas été battu, qui peut parader comme ça, eh bien on n'y arrivera pas. C'est ça qui est difficile à comprendre. Certains contestent d'ailleurs le front en Irak. Autant l'intervention en Sahel est soutenue de toute part, certains se posent la question de la zone d'influence de la France. Ouais, mais c'est pas la France, je sais pas, maintenant on verra, mais il faut donner la possibilité à ceux qui se battent, mais en fin de compte, tant que l'État islamique ne sera pas battu militairement, eh bien les problèmes de terrorisme et d'identification qu'on a dans nos sociétés continueront. C'est un fascisme. Vous êtes d'accord, Denis Abouzar? Ce qu'avait dit Bush à propos de l'Afghanistan. Oui, parce que c'est pas réglé. Oui, mais c'est pas réglé. C'est peut-être, j'ai pas dit que c'est bien fait, mais que quand même, quand ces combattants sont conquérants, à Kobané, qui les a défendus? Ce sont les Kurdes. Alors on les aime pas, vous dites, mais s'il n'y avait pas eu les Kurdes, s'il n'y avait pas eu cette femme qui... Denis Abouzar, si jamais je caricature, le discours qui est fait aux jeunes, pour parler très simplement de façon caricaturale, c'est de dire le malaise que tu ressens avec ta copine, tes parents, tes profs, ta société, en fait c'est le signe que tu es élu parce que tu es un être supérieur, Dieu t'a élu, donc ce malaise c'est le décalage avec les autres et tu as une mission, celle de régénérer le monde, tu es tout puissant et c'est la recherche de la toute-puissance. Donc oui, attendez, je voulais juste... dire quelque chose pour compléter ce qui a été dit sur la question des renseignements et du problème de l'analyse, je suis complètement d'accord.
il faut quand même rajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu un grand tournant qui est complètement récent, qui a été fait par M. Cazeneuve, puisque nous, le CPDSI, on en est la production, c'est quand même la prévention. C'est la première fois que le ministère de l'Intérieur, en plus de la répression, se dit on n'y arrivera pas que en répression. Il faut des interlocuteurs aux parents qui voient leurs enfants basculer, sont les premiers à le voir, qui donnent ces interlocuteurs aux parents en disant on compte sur vous et vous allez nous aider. Et les parents ont été une chaîne humaine incroyable. Je veux dire, grâce aux parents, on a quand même 1200 familles qui ont appelé à l'aide en disant quelqu'un approche mon enfant avec un discours intégriste, venez nous aider, et qui appellent pour à la fois sauver leur enfant, mais à la fois, à chaque fois, ils donnent des noms, les parents deviennent des vrais détectives. On doit beaucoup de choses aux parents en ce moment. Tarek, vous vouliez vous exprimer sur peut-être ces jeunes qui voient en Daesh. Tout à l'heure, il a été évoqué la victoire sur Daesh. C'est peut-être un traitement symptomatique, mais je pense qu'il y a un traitement étiologique en profondeur. C'est vrai que Daesh, dans les esprits, par la culture, l'instruction, nos enfants passent leur vie dans l'école de la République. Il faut leur donner les outils critiques de discerner le texte, de l'interpréter, parce que nous, en tant que religieux, nos jeunes ne comprennent pas la théologie, ne comprennent pas la complexité de l'herméneutique d'un texte, n'ont aucune culture théologique spéculative. Et donc, pour nous, la réussite scolaire, c'est une réussite religieuse pour nous. Non, mais ça, on est d'accord. Et on va y revenir. J'espère qu'on va y arriver. Bien sûr. On va finir sur le tour des mesures proposées, et notamment celle de Nicolas Sarkozy. Alors bon, il a proposé la collecte des données fournies par les voyageurs aux compagnies aériennes, c'est le fameux PNR. Alors ça, c'est bloqué, c'est l'Europe qui bloque, donc pour le coup, il peut toujours le proposer. Autre proposition du président de l'UMP, moins consensuelle, écoutez. Je pense qu'il faut décider que quand on part quelques mois pour apprendre le maniement des armes, pour détruire notre démocratie, pour détruire notre civilisation, on n'a pas à revenir sur le territoire français, y compris lorsqu'on est français. C'est pas possible. Et ça, c'était ce matin donc sur RTL. C'est pas possible, Claude Guéant, c'est possible? Je crois que ça pose un problème constitutionnel réel, mais enfin, tout ça peut se régler éventuellement sur le plan juridique. Cela étant, moi je présente les choses sous un autre plan. Depuis plusieurs semaines déjà, je plaide pour la déchéance de nationalité pour ceux qui ont 2 nationalités. Écoutez, les Français qui vont... Mais il y en a beaucoup qui sont que français. Oui, non, mais il y en a certains qui ne sont que français. Donc, mais enfin, les gens qui ont la nationalité française, qui se rendent en Syrie, qui commettent les abominations que nous constatons, ont refusé définitivement les valeurs de la société française. Ils s'en sont mis complètement à l'opposé. Donc, s'ils ont une autre nationalité, mais ils ne reviennent pas. Alain Bauer, vous pensez que c'est dissuasif, ça? Très peu. Je ne crois pas que c'est dissuasif. Je pense que si ça porte sur quelques centaines de personnes, la réaction ça d'abord, excusez-moi Alain, ça a un effet opérationnel. C'est pas une proposition un peu démagogique pour dire on va en punir quelques-uns. Et c'est symbolique, ça veut dire aussi ce que veut la France. La France n'accepte pas un certain nombre de choses. La France veut que ses citoyens respectent les valeurs de la République. Ça, c'est très important. Récupérer certains jeunes arrivent à Daesh, le premier rituel avant de faire autre chose, c'est de faire un feu et de brûler son passeport pour bien montrer qu'ils n'appartiennent à aucun territoire et qu'ils sont supérieurs au reste du monde. Donc moi, d'abord, on en a très peu qui ont une double nationalité. On n'en a pas tant que ça qui ont une double nationalité. Beaucoup, madame. Ça doit être 50%. J'ai pas les chiffres. Au minimum, mais 50%, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, je pense qu'ils sont eux aussi sur le déni de leur appartenance à aucun territoire, à aucune histoire, à aucune civilisation, puisqu'ils sont supérieurs au reste du monde. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment... Mais enfin, ce ne sont pas les justifications qu'ils se donnent ou qu'on leur trouve qui doivent nous servir de guide. Nous avons à nous protéger. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est plutôt à l'efficacité. Très justement. Mais écoutez, 50% par rapport aux 1200 personnes en France qui seraient actuellement, selon M. Cazeneuve, que je crois, impliquées dans le terrorisme en Irak et en Syrie, ça me semble être un potentiel opérationnel qui est loin d'être négligeable. Donc il irait poser des bombes ailleurs. Imaginez qu'il y ait 600 Kouachi ou 600 Koulibaly qui se mettent à l'action en France, ça compte. D'abord, ce n'est pas ceux qui sont revenus de Syrie qui mettent des bombes. C'est ceux qu'on a empêchés de faire attaquer. Oui, mais moi, j'ai un côté... Ils sont allés au Yémen quand même, ils se sont entraînés. Je viens de dire une phrase assez claire. Ceux dont
on nous bassine depuis un an sur il faut être attentif à ceux qui reviennent de Syrie, du djihad, ne sont pas ceux qui ont commis les attentats dans tout l'Occident depuis un an. Ceux qui ont commis les attentats dans l'Occident, c'est un problème factuel, sont ceux qu'on a empêchés d'y aller, premièrement. Deuxièmement, il y a dans toute méthode politique un côté symbolique, un côté pratique et un côté effectif. Moi, je ne juge pas la partie symbolique et politique, ce n'est pas mon rôle, et je ne la juge ni en bien ni en mal, c'est le rôle des responsables politiques de parler, de donner. D'ailleurs, dans toute loi antiterroriste, vous avez une partie communication, une partie symbole, une partie unité nationale, et puis un débat à caractère technique. L'efficacité, je pense que personne ne dira que ça peut atteindre ceux qui sont directement concernés. Est-ce que ça peut protéger la société, qui est l'autre question qu'il faut se poser? Moi, je dis simplement qu'il y a un débat préventif, et je remercie Nia d'avoir rappelé ce qui est fait, parce qu'effectivement, cette dimension qui existait précédemment, mais sous des formes éparpillées et relativement isolées, est devenue un enjeu structurel où l'État a pris toute sa démarche et les opérateurs entre guillemets, d'expertise leur réalité. C'est très important de signer le rassemblement avec les parents. C'est un sujet qu'on a d'ailleurs sur l'ensemble des problématiques criminalité, délinquance. Pour une fois qu'on s'en occupe sur le terrorisme, on ne va pas bouder notre plaisir. Deuxièmement, qu'il y a un certain nombre de mesures techniques qui correspondent à des vraies failles, non pas de l'activité des services de renseignement, mais de la législation, parce qu'on les voit apparaître. L'entreprise individuelle, par exemple, est un sujet qui nous est apparu il y a un certain temps, et il est bien qu'elle ait été traitée. Et puis, dans la loi qui n'est pas encore entrée... Non, la loi a été votée, mais les décrets ne sont pas là, pas encore. Et puis, il y a le sujet, comment on traite de la réalité. Ceux dont on parle aujourd'hui ne sont pas ceux qui étaient les plus dangereux dans ce qui nous était annoncé depuis toujours. Et un peu de pragmatisme. Non, on ne s'est peut-être pas posé la bonne question et du coup, on n'a peut-être surtout pas eu la bonne réponse. Paul Kiles, j'ai écouté sagement. Je pense que la vraie question est simple et ceux qui nous écoutent et les Français en général sont inquiets parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui reviennent de leur stage de terroriste ou de leurs expériences comme certains avaient fait en Afghanistan, en Tchétchénie, en Syrie, en Libye. On sait qu'ils reviennent, ils sont fichés, on en donne même le nombre. On dit 1400. Bon, j'en sais rien. Je ne sais pas s'ils comprenaient les 1400 qui sont en lien, de près ou de loin. Est-ce qu'ils comprenaient les frères Kouachi? On en connaît le nom, ils sont fichés. Ils sont fichés. Ce soir, nous allons déterminer quelle est la meilleure méthode pour les rendre, sinon inopérants, en tout cas pour les contrôler. Et moi, je souhaite qu'il y ait des qualifications pénales qui soient prises à l'égard du délit qu'ils peuvent représenter. Très difficile, très compliqué, parce qu'on touche là à la limite des libertés, précisément. Mais on ne va pas aller, le mot était souvent utilisé jusqu'au Patriot Act des Américains. Je ne pense pas, et ça n'est pas dans notre tradition, on ne le fera pas. Mais il faut quelques mesures qui soient pas simplement des mesures symboliques, mais qui expriment clairement aux Français notre volonté de l'ensemble du pays de rendre ces gens inopérants, ou à tout le moins de contrôler leur action. Parce que n'oubliez pas que certains de ces criminels sont des gens qui se sont complètement fondus dans la population. Ils se rasent la barbe, ce sont de bons citoyens, tout le monde les considère comme des gens inoffensifs, ils se font oublier. Donc, mais on connaît leur nom. On sait ce qu'ils ont fait. Donc, à un moment donné, il faut définir une règle. Alors moi, je veux commencer par la symbolique. Les parents ayant été déchus de leur nationalité, je vous dis, ne touchez pas à cela. Et deuxièmement, si quelqu'un est déchu de sa nationalité et qui va en Syrie, ils sont capables de lui faire des faux papiers. Enfin, c'est ridicule. Toute l'armée rouge allemande avait, vous savez, les terroristes avaient des faux papiers. Ils se baladaient, ils traversaient les frontières, ils ont passé des tas de contrôles. Donc, et s'ils sont capables de faire la guerre, ils sont capables de faire des faux papiers. C'est un faux sujet. C'est mentir aux citoyens de dire que c'est une mesure qui puisse amener quoi que ce soit. Et symboliquement, politiquement, c'est, je crois, ingérable. Un État n'a pas le droit de déchoir de la nationalité d'un de ses citoyens. On peut le mettre en prison longtemps, à perpétuité, mais ça ne se fait pas. Justement, puisque vous parlez des prisons, on en parle beaucoup de la radicalisation dans les prisons. D'abord, je crois que vous dirigez des aumôniers dans des prisons.
Je ne le dirige pas, je suis un aumônier, mais nous sommes confrontés à un problème d'effectifs. Oui, c'est ça. L'islam, malheureusement, est la première religion carcérale et qui a le moins d'aumôniers par rapport à nos amis catholiques et protestants. Et c'est un vrai problème pour des questions, bien sûr, matérielles, parce qu'il y a un budget pour les aumôniers, donc nos frères et nos amis catholiques, donc il faut un petit peu de compromis pour pouvoir trouver un budget pour justement avoir beaucoup plus d'aumôniers pour encadrer nos jeunes dans les prisons. Mais le discours radical, vous l'entendez, vous, dans les prisons? Moi, personnellement, à Gradina, non. Pas du tout. Il n'y a pas de symptômes de ce type de radicalisation. Il y a un certain nombre de délinquants qui se radicalisent dans les prisons. Et ça a été c'était le cas le cas d'ailleurs de Koulibaly. Bien sûr. Il n'était qu'un délinquant. De toute façon, la criminalité, on en sort plus criminel qu'avant. Donc, la prison est devenue un catalyseur de crimes et de terrorisme, ce qui est symptomatique du fonctionnement qui n'est pas correct de nos prisons. D'abord, les conditions matérielles, la promiscuité, oui. voilà, donc les conditions de détention dans nos prisons ne sont pas à la hauteur de nos valeurs républicaines. Alain Bauer, est-ce que les informations remontent de l'administration pénitentiaire? Il y a un service de renseignement de l'administration pénitentiaire qui est plutôt reconnu pour son efficacité. Le problème, c'est plutôt le transfert d'informations à la fin de la partie carcérale, c'est-à-dire au moment de la libération, il y a une sorte de trou noir absolu, qui est valable d'ailleurs, on en parlait il y a quelques années, sur par exemple les gens qui sont poursuivis pour des violences intrafamiliales et qui réattaquent leurs anciennes compagnes. Eh bien, par exemple, les services de police ne sont pas informés de leur retour, y compris sur le territoire. En général, ce sont les victimes qui les préviennent plutôt que n'importe qui d'autre. Il y a quelques sujets comme ça. Alors, c'est évidemment très grave. C'est encore plus grave dans ce type de cas. Et alors, dans le cas Koulibaly, c'est le sommet, puisque autant dans les frères Kouachi, ils ont bien été repérés, identifiés, surveillés, et ils ont réussi à tromper ceux qui les surveillaient, mais au moins l'effort a été fait. Le cas Koulibaly, là, c'est le mystère absolu, puisqu'il a, au moment de sa sortie de prison, disparu des écrans radars de tout le monde. L'administration pénitentiaire, qui visiblement n'en a parlé à personne, la judiciaire, qui ne s'en est pas plus préoccupée que ça, et les services de renseignement, qui ont oublié qu'il devait sortir de prison, ou en tout cas qui n'en ont pas été informés, en tout cas qui ne l'ont pas vu. On parle d'isoler les prisonniers susceptibles d'être radicalisés. Est-ce que c'est une solution? Elle existe dans un certain nombre de pays, notamment parce qu'elle permet des programmes de déradicalisation. Alors, elle a les avantages et les inconvénients du regroupement. Elle a la communautarisation comme effet de regroupement. Oui, et elle peut avoir un effet, parce que l'islam est la première religion carcérale, au sens technique du terme, elle peut avoir un effet d'extension. Et en contrepartie, elle peut avoir l'avantage, non seulement si on les regroupe et les isole, mais si on traite le sujet par des aumôniers et par des responsables de la déradicalisation, de la prévention, de l'explicitation, et quand on change le programme de la prison pour en faire quelque chose qui évite la récidive plutôt que simplement une parenthèse dans l'activité criminelle. Oui, bien sûr. Alors là, il y a des résultats dans les pays qui ont vraiment expérimenté ça. Lesquels? Jusqu'au bout, les pays du Nord, le Danemark, la Suède, la Norvège, et particulièrement, je crois, il y a les Pays-Bas qui ont lancé un programme expérimental dont on n'a pas encore les retours. Il existe, mais on ne sait pas si ça marche. C'est un problème compliqué parce qu'en fait, déjà au départ, quand vous êtes dans un milieu fermé, enfermé, carcéral, le jeune, automatiquement, même s'il a volé un autoradio, il a envie de fuir le monde réel. Et c'est vrai que le discours intégriste amène le jeune à plus faire confiance au monde réel. Tout le monde te ment, tout le monde est corrompu, ne fait plus confiance à personne. 2, à fuir le monde réel, viens avec nous. Et 3, seule une confrontation finale avec le monde réel pourra le régénérer et passe à la violence. Bon, quand vous êtes dans un milieu fermé, ça va multiplier cette envie. Et donc, le discours intégriste peut avoir beaucoup plus de chances de prendre, puisque vous avez envie de vous sauver, symboliquement au moins. D'accord? Donc, quand vous avez déjà un profil sur ce terme-là, c'est plus dangereux. Donc, on est obligé effectivement de parler d'isolement, parce que sinon, eh bien, ça va être plus dangereux pour les plus faibles, que je viens de nommer. En même temps, on a un autre problème. Par exemple, à Fresnes, ils ont fait cette expérience de mettre tous les terroristes ensemble, mais ils ont oublié un truc, c'est comme les délinquants. Quand on fait une qualification terroriste, il y a des tas de profils, c'est-à-dire le gars qui a été embrigadé par Internet
pour défendre les enfants gazés par Bachar el-Assad il y a 6 mois, parce que c'était le premier niveau d'embrigadement, vient défendre les enfants gazés par Bachar el-Assad, vient combattre les soldats de Bachar. Ce gars-là, qui est parti 3 jours, qui a vu la réalité en arrivant, que c'était des terroristes fascistes et qu'ils exterminaient tout le monde, qui revient au bout de 3 jours. Il a une qualification terroriste. Il va être en instruction. Les juges vont essayer de comprendre sa part de culpabilité, etc. À côté de ça, il peut y avoir un des chefs d'Al-Qaïda. Et s'ils sont enfermés ensemble, on va enfermer des profils qui n'ont rien à voir. Et donc je sais que les juges ont des lettres en ce moment de Fresnes où les incarcérés qui étaient partis un peu chevaleresques comme ça, qui sont revenus en courant, écrivent aux juges, ne me laissez pas là, avec Al-Qaïda, sauvez-moi de là. Donc c'est très compliqué. Vous parlez de l'embrigadement des jeunes sur Internet, des jeunes qui, très jeunes, commencent à rejeter la République, rejeter certaines valeurs, rejeter la minute de silence qu'on a voulu leur imposer au lendemain de l'assassinat, du massacre de Charlie Hebdo. On va écouter la réaction du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre Manuel Valls à ce sujet. Moi, dans mon pays, je ne veux pas qu'on puisse dire, comme ça a été dit dans certaines classes, que l'ennemi, quand un gamin répond à la question de son enseignant, que l'ennemi, c'est le juif. Je ne veux pas qu'il y ait des jeunes qui fassent le V de la victoire après ce qui s'est passé. Je ne veux pas qu'il y ait des jeunes qui se reconnaissent dans ces terroristes barbares qui ont assassiné des journalistes, des citoyens, des policiers, des juifs français parce qu'ils étaient juifs. L'indignation du Premier ministre, je la comprends, mais il ne suffit pas de s'indigner. Il faut voir ce que ces enfants, ce que ces jeunes reflètent, c'est ce qu'ils entendent chez eux, ce qu'ils entendent dans leur milieu. Et pour ça que j'ai dit, je sais que ça a choqué certaines personnes, mais je le redis, la minute de silence était une mauvaise idée. Parce que la minute de silence, elle vient après qu'on ait réfléchi au pourquoi. Moi, je l'ai vu, ça, je l'ai entendu. Avant de se taire. Parler d'abord les enseignants qui sachent traiter ce genre de problème, mais ensuite c'est un problème bien en amont. C'est l'ambiance familiale, c'est l'ambiance dans certains quartiers, c'est toutes les questions qui ont été évoquées tout à l'heure. Alors d'abord, faire une minute de silence à un enfant de 7 ou 8 ans, c'est une bêtise. Un enfant, une minute, il ne sait pas pourquoi, enfin, c'est du baratin tout ça. C'est vrai que si un professeur ou un enseignant est choqué, qu'il arrive dans la classe, il dit « je suis choqué », j'explique pourquoi je suis choqué, et il faut avoir la force, je sais que c'est pas facile, maintenant de faire parler les jeunes. Ça ne suffit pas que moi j'aime bien Manuel Valls, je veux pas qu'il y ait d'antisémitisme, je veux pas qu'il y ait de racisme, je veux que mon pays soit beau et gentil. Tout le monde le veut, mais comment on y arrive? C'est-à-dire qu'à un moment où ces jeunes, alors il y a Internet, il y a les familles et tout ça, et ça se fait pas en un jour. Il faut remonter le courant maintenant, parce que un peu le bébé il est tombé dans le bain maintenant, et alors il faut le sortir avec intelligence et pédagogie de ce bain et d'expliquer. Et là, tout le monde a son rôle à jouer dans la société, tout le monde. C'est pour ça que l'investissement dans l'éducation, dans la formation des enseignants, que des fois il faut des travailleurs sociaux. L'école aujourd'hui, ce n'est pas simplement un lieu où on apprend, où on pense. C'est un lieu, c'est un lieu social. C'est peut-être le seul lieu de la cohésion sociale. Et donc, c'est un travail autant pédagogique et d'apprentissage qu'un travail social d'éducateur. C'est difficile, c'est un nouveau rôle pour les enseignants. Ils ne sont souvent pas préparés, mais c'est la réalité. Moi, j'ai un texte là de 4 enseignants de la Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, pratiquement toutes les familles juives ont enlevé leurs enfants. Il n'y a plus un enfant juif, ce que j'ai entendu, qui vont dans une école publique de la Seine. Ils ont peur. J'ai pas gelot, mais deuxièmement, à la Seine-Saint-Denis, et le texte des enseignants, on était des copains de Charlie, et le texte, la phrase, c'est « Nos enfants ont tué nos frères ». C'est-à-dire que c'est des enfants de la République, que la République n'a pas su accueillir, alors pour des tas de raisons, je veux donner la responsabilité à personne, mais tant qu'on n'aura pas changé les climats des quartiers, des banlieues, ça fait 25 ans qu'on le dit,
25 ans que la droite et la gauche a échoué là-dessus. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, eh bien on sera surpris de l'horreur. Sur la minute de silence, vous étiez... C'est pas sur la minute de silence, mais en relation avec ce qui vient d'être dit, je voudrais souligner qu'il y a une question très importante, fondamentale même, qui n'a pas été posée au cours de cette rencontre. Alors posez-la. C'est celle de savoir pourquoi, dans notre pays qui est tellement pétri de la culture des droits de l'homme, qui offre des conditions de vie rarement atteintes dans le monde, à vrai dire, eh bien, nous générions des terroristes. C'est-à-dire des gens qui répudient complètement nos valeurs. Et ça rejoint les questions d'éducation, etc. Je crois pour ma part qu'il faut que nous reprenions en charge de façon beaucoup plus résolue les valeurs de la République, que nous les assumions, que nous les défendions. Je crois que les valeurs de la République, ça se défend, la République, ça se défend. Et il faut que nous soyons... Mais partout, dans toute la société, dans toutes nos pratiques. Et je conclus mon court propos en disant simplement que je crois que nous avons été trop complaisants avec les communautarismes, par exemple, qui donnent le sentiment, mais c'est mon avis, vous permettez que je le dise. Oui, pardon, vous aussi, vous dites des choses fausses quand vous dites qu'on fait aujourd'hui des papiers d'identité très facilement, c'est absolument faux. C'est absolument faux, par exemple. Excusez, je peux vous montrer. Mais ils sont tous infalsifiables maintenant. Oui. Mais c'est quelque chose de très important, parce qu'on donne le sentiment, quand on donne le sentiment qu'on peut s'abstraire des lois de la République, qu'on peut les fouler aux pieds, que l'on peut choisir sa propre règle contre les lois de la République. Eh bien, je crois que nous sommes sur le mauvais chemin. Il ne faut pas s'étonner que nous ayons les travers que nous rencontrons. Vous parlez de communautarisme. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a estimé que l'immigration compliquait les choses dans la lutte contre le terrorisme, car elle entraînait, selon lui, le communautarisme. Et la politique d'intégration, ce n'est pas son rôle de lutter contre le communautarisme. Je crois que si, bien sûr. C'est qu'après la nuit, il y a le jour, et après le jour, il y a la nuit. C'est une banalité. Toute immigration, les gens, quand les Juifs sont arrivés dans les années 30, ils se sont retrouvés rue des Rosiers. C'est comme ça. Mais la politique d'intégration n'est pas un succès en France, je le dis très clairement. Mais moi, ce type d'argument, je vous le dis très sincèrement, moi qui travaille 12 heures sur 12 heures sur les sites intégristes, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que dès ce soir, immédiatement, ils ont mis en scène des vidéos pour prouver que tout ça est un montage et que c'est le gouvernement qui a fait semblant d'avoir cet acte terroriste pour que la France déteste les musulmans. Donc, ils ont fait des tas de montages que mon équipe est en train de disséquer pour aider les professeurs à faire un contre-discours qui montre qu'il n'y a pas de sang comme par hasard quand la personne a été tuée, que les rétroviseurs sont une fois mat, une fois brillants, etc. Donc, ils sont beaucoup plus rapides que nous. On est en train d'essayer de faire un montage à l'heure qu'il est. Je voulais répondre parce que pensez que c'est principalement la communauté, on va dire les choses clairement, d'origine maghrébine, vivant dans les banlieues, qui basculent les premiers et les plus dans l'embrigadement terroriste. Ça me fait peur, ce type de discours, parce que ça veut dire qu'il y a un écart énorme entre les élus et la réalité. Parce que quand on est sur le terrain, et le numéro vert qui recense les numéros coup de téléphone peut en témoigner, on a énormément, le discours intégriste a tellement affiné ces techniques d'embrigadement, avec des moyens que je n'ai pas le temps de développer ce soir, mais qui est accessible. Ils ont tellement développé de techniques qu'ils arrivent à toucher des profils différents. Bien sûr que c'est plus facile de faire basculer un jeune en perte d'espoir social. Bien sûr que c'est plus facile de faire basculer un jeune qui a son frère qui a Bac+6 et qui n'a pas trouvé de travail ou qui n'a pas de parents. Bien sûr que c'est plus facile de faire basculer un jeune qui a grandi dans un foyer plutôt qu'un jeune qui a sa famille aimante et soutenante. Mais ils arrivent à faire basculer des jeunes de classe moyenne, sociale, de classe supérieure. Ils arrivent à faire basculer des enfants du 16e arrondissement. Ils arrivent à faire basculer des enfants de policiers, d'avocats. Et je voudrais que ce soit entendu parce que les discours de cause à effet, c'est à cause des discriminations qu'on devient terroriste, version islamophile. C'est à cause du manque d'intégration. C'est parce qu'ils sont musulmans, version islamophobe. La banlieue ? Il y en a ras-le-bol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause à effet.
adapter. On est dans un monde complexe. Il y a énormément d'éléments qui font qu'ils arrivent à nous faire basculer autant de jeunes. C'est pas pour rien que la police a du mal. C'est qu'il y a une vraie mutation, des profils différents. Il faut s'adapter. Il faut arrêter les discours idéologiques. C'est à cause des discriminations, c'est à cause de l'islam, c'est à cause des musulmans, c'est à cause des populations pauvres, c'est à cause de c'est quoi, à cause alors de l'intégration. C'est Mais à il y a cause un de petit quoi peu de tout ça. Oui. Il y a un petit peu de tout ça. Et les intégristes sont forts parce que dans chacune de leurs phrases, ils mélangent le vrai et le faux. Ils partent d'un truc vrai et ils s'en servent. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc nous, il faut arrêter de faire des trucs unilatéraux comme ça et de se disputer à coups de mur parce qu'on les combattra pas tant qu'on n'aura pas compris leur méthode d'embrigadement. D'accord, mais on peut quand même dire que la situation sociale... Bien sûr. Hein, d'accord, non, Bien mais sûr. comme ça. Mais j'ai des enfants d'avocats qui basculent. Oui, Comment aussi, ils ont fait? D'accord, que le breton Il qui a est jamais été. l'artificier, le breton Mais converti, j'ai pas que ça. c'est vrai que... J'ai pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y Ouais, a mais ça aussi. comment ils font pour faire basculer un jeune qui est en 2e année de médecine et qui avait toute la vie devant lui? Moi, c'est ça qui me fout les pétoches. Paul Filès, vous Est-ce que je pourrais, Allez-y. dans ce dialogue, dire que toute la passion que vous mettez dans l'explication de leur méthode, vous devriez, si je puis me permettre, faire en sorte qu'à côté, vous mettiez des éléments de réponse et que vous travailliez avec des spécialistes, pas uniquement des politiques, mais des experts, pour apporter des éléments de réponse. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites qu'ils sont plus forts que nous. Une espèce de forme, que ça n'est pas votre attitude, mais qui ressemble à du défaitisme. On n'y arrivera pas. Si, on y arrivera. On y arrivera, mais vous avez à continuer votre analyse. Et à côté de chacun des cas, l'avocat du 16e, c'est pas le petit jeune de la banlieue, c'est pas le petit délinquant qui passe en prison, qui se radicalise. Mais analyser, faire un diagnostic juste, ça passe aussi par des actions militaires sur les territoires qu'occupe l'État islamique, parce qu'il faut les taper à la base. Mais ça ne réglera rien. Chaque élément de réponse à chaque élément de diagnostic ne réglera pas le problème. Et il faut se mettre ça dans la tête, il faut que les politiques le sachent, que ceux qui travaillent sur le terrain le sachent et qu'ils aient des moyens. Et ils n'en ont pas assez. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est service public. Et dans ces quartiers difficiles que je connais, il n'y a pas assez de services publics. Parce que le service public, c'est les représentants de l'État, c'est les représentants de la République, et ça leur apporte ce qui leur manque bien trop souvent parce qu'ils se sentent délaissés. Et le service militaire, est-ce que ça manque? Ça, c'était utile. Enfin, je parle Il y a le service civique spécialiste, maintenant, donc je serais modeste. Ouais. C'était très utile, ça c'est vrai. Cela étant, sur un plan strictement militaire, il ne faut pas oublier que les armées sont faites quand même pour combattre. Je pense que le service universel n'était plus adapté. C'est devenu très inégalitaire aussi. Et très inégalitaire. Ceci dit, ce que je voulais dire après cette intervention, c'est que nous venons de vivre un moment d'unité nationale extraordinaire dont nous pouvons que nous féliciter. La question est de savoir ce que nous allons faire maintenant. Et je repose la question, est-ce que vraiment nous sommes disposés à consolider notre pays sur le fondement de nos valeurs, dont la laïcité est un élément extrêmement important. Parce que je rappelle que la laïcité, ça veut dire que le religieux n'influe pas sur la vie civile. Oui, mais attends, moi je veux bien. Il y a une définition de la laïcité en France. On en pense qu'on veut. Je ne veux pas faire cette discussion. Il y a d'autres pays qui sont très démocratiques, qui ont une autre définition de laïcité. Ils ont les mêmes problèmes avec le terrorisme. Donc je dis attention, peut-être que, là je suis d'accord avec vous, tout d'un coup la laïcité serait, s'ils respectent la laïcité, on a résolu le problème. Et je voulais, sur le communautarisme, c'est aussi qu'on la respecte de moins en moins. Je voudrais vous donner un exemple sur le communautarisme. Mon fils entraîne des enfants d'un club juif de Maccabi de Francfort. Il y avait 3-4 juifs qui jouent, 5 musulmans et je ne sais pas combien de Yougoslaves, etc. Un de ces jeunes qui était charmant, doux, 2 ans après, on l'a retrouvé en Syrie. Il n'était pas communautaire, il était intégré, il était bien. Comment il a basculé? Là, je suis d'accord avec vous. Comment une crise d'identité l'a fait qu'il voit des images, il voit quelque chose. Et c'est ça, parce que notre monde, c'est pas seulement la République, notre monde avec les satellites et Internet, c'est tout pour les jeunes. Et je crois que c'est ça, une des grandes difficultés, c'est qu'ils se projettent tout d'un coup, parce que pour des tas de problèmes, ils ont un problème avec une fille, je ne sais pas, avec leur sexualité, tout ça, et tout d'un coup, on se projette et on va sauver le monde en Syrie. Alain Il avait Bauer. 17 ans. Alain Bauer, c'est inquiétant, ça veut dire que le risque est absolument partout, ça veut dire qu'il n'y a pas de profil type.
Non, moi je pense que c'est plutôt paradoxalement rassurant d'accepter la diversité, la pluralité et la complexité d'un système plutôt que de sortir d'un monde en noir et blanc. Mais pour la lutte. Si nous avions aujourd'hui, si nous étions détester les retours historiques, c'est pas grave, je ne déteste pas les retours historiques, mais comme vous avez dit petit 1 tout à l'heure et que vous avez commencé avec Rocard, j'ai eu peur que ça dure un petit peu. Nous sommes au début de la guerre d'Espagne et des milliers de jeunes Français décident de se mobiliser pour aller se battre contre le dictateur Franco. Exact. On leur interdit la sortie du territoire et on les condamne pour terroristes au retour. Leur idéal, que nous détestons, ou que nous donnons l'impression de détester, nous utilisons des mots bizarres, djihad. Djihad, il y en a 4. 2 qui sont parfaitement respectables, le djihad intérieur, le djihad de la parole, et d'autres qui sont plus compliqués, le djihad de la main et le djihad de l'épée. Nous les appelons djihadistes, mais eux, ils ne s'appellent pas comme ça, ils s'appellent mujahideen. Pourquoi est-ce qu'on les dénomme comme ça? Parce qu'on a pris l'habitude de la facilité. Nous disons, il y a un islam et il n'y en a pas un autre. Non, il y a un islam très compliqué, très complexe, comme alors, si vous reprenez les textes catholiques fondateurs et que vous lisez littéralement, vous avez peur. Vous lisez la Bible, vous avez peur. Nous avons oublié ça, parce que notre évolution est plus longue, plus ancienne, différente. Et donc, je dis aujourd'hui, ils sont en quête d'idéal. Le problème, c'est que nous ne leur en proposons pas un suffisant. Ils sont entre 2 cultures. Nous ne leur proposons pas une culture qui leur permette de... Nous avons joué, non pas l'intégration, car vous avez tous dit que l'échec de l'intégration était là, pardonnez-moi. Nous avons abandonné l'intégration il y a très longtemps. Pour dire différentialisme. Moi, je suis pour le respect des minorités, mais pas pour l'abus de minorité, et je ne suis pas pour l'abus de majorité. Je suis pour la définition d'un espace commun qui, pour moi, s'appelle laïcité, respectueux des différences et des confessions, mais respectueux aussi de mon choix à l'apostasie et du choix d'un certain nombre d'autres au blasphème, même si, personnellement, je ne participe pas à ceux qui pensent que le blasphème est l'alpha et l'oméga de la liberté d'expression. Je suis un peu plus voltairien. Je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord pour que vous ayez le droit de le dire. Et la problématique que nous avons, c'est que nous n'offrons pas l'idéal de substitution. Nous n'offrons même pas d'idéal du tout. Ce qui a été intéressant jusqu'à la manifestation d'hier, c'est qu'hier, nous avions un pays qui marchait. Ce pays était persuadé qu'il ne marchait plus, qu'il était devenu un musée passéiste et qu'il était en train de mourir. Le seul avantage de la marche d'hier, c'est que le pays a marché. Il a marché, il a chanté, il a dansé. Et il y a là un petit élément d'espoir parce que moi j'ai vu des beurs et des beurs des banlieues. J'ai eu une déception, c'est la faiblesse, la très grande faiblesse de la manifestation de Marseille. Et une immense satisfaction chez moi, l'immensité de la manifestation de Lyon. Je ne parle pas de celle de Paris qui a été gigantesque. Et je dis, eh bien, ce sont des petits signaux, des endroits où ça se passe mieux et moins bien, parce qu'il faut faire sur ces questions du sur-mesure et arrêter le prêt-à-porter. J'ai une question. Que pensaient les laïcs du foulard bleu, blanc, rouge? Le plus grand bien. Eh ben, donc c'est pas toujours terrible le foulard. Quand il est bleu, blanc, rouge, tout d'un coup, il y a un tiens, peut-être. Non, je voulais dire. Les laïcs ne sont pas contre le foulard, ils sont contre la burqa. Ah, c'est nouveau ça. Mais moi je suis d'accord. Ah là là, merci. Là on est d'accord. Oui, mais si vous allez entendre dans le laïc, ils disent autre chose. Tarek Oubrou, l'optimisme est revenu pour vous aussi. Je partage totalement les propos de mon voisin. Effectivement, je vais ajouter un petit mot tout simplement, c'est qu'il ne faudrait pas confondre deux laïcités. La laïcité de l'État qui consiste à la neutralité, à l'équidistance par rapport au culte, mais il y a une laïcité sociétale qui gère le pluralisme des convictions. Et donc, à ne pas confondre l'espace public avec la République, sinon on va sombrer dans le totalitarisme. Le problème qui se pose aujourd'hui, comment gérer le pluralisme? On est dans un monde mondialisé, on est presque dans une théorie fractale où le tout est dans la partie, le monde est dans le quartier. Donc c'est une nouvelle configuration qui nécessite de notre part une réforme de paradigme politique, sociétal, et de mobiliser les gens, leur donner de nouveaux horizons pour que tous nos concitoyens se reconnaissent. On a un projet commun. C'est très bien de psalmodier la laïcité, mais il faut lui donner une densité, un contenu, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Un idéal? Oui, voilà. À propos d'idéal, si je peux juste illustrer ce qui vient d'être dit de part et d'autre. Les jeunes, moi, je travaille plus particulièrement donc avec les jeunes, du 15-25 ans. Les filles qui ont été embrigadées avaient toutes mis sur leur compte Facebook le fait qu'elles voulaient être infirmières ou médecins, c'est leur point commun. Donc il y a des chasseurs de tête
qui repère les profils qui veulent avoir un métier altruiste. Ouais. Et c'est le seul point commun qu'elles aient toutes, au-delà des classes sociales, des convictions. Et les garçons, beaucoup de garçons aussi, au tout début, étaient partis sur des idées d'héroïsme et avaient même postulé à l'armée. Ouais. Et avait été recalé à l'armée. On y avait un mot et c'est la conclusion. Moi, j'aime pas entendre dire que dans ce combat, qui n'est pas une guerre, il y a des jeunes qui vont vers un idéal et que nous n'avons pas d'idéal. Il y a un idéal en France. Il est divers, vous l'avez dit, selon les catégories, selon les lieux. Mais il y a un idéal. Il suffit de rencontrer les gens, rencontrer les Français, les écouter. Un idéal de vivre ensemble, un idéal d'accomplissement personnel, un idéal de recherche, un idéal d'enseignement. Cet idéal, il existe. C'est pas l'idéal avec un grand I, mais il existe dans notre pays. Et on ne doit pas partir perdant. L'idéal d'égalité est mal en point dans notre pays. Merci beaucoup. Non, merci vrai, à tous. Ça joue, ça. Daniel Cohn-Bendit, c'est terminé. Merci à tous d'être venus débattre. Merci à Brigitte Benkemoun, rédactrice en chef, Nicolas Yomi, Amunategui et Edwige Audibert qui ont aidé à préparer cette émission et Naïma Kadour à la coordination. Vous avez maintenant rendez-vous avec Gérard Holtz et son bivouac. Bonne soirée sur France 2.